icône. Est-ce que le son marche un peu? Non. Problème de son. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Souci sur le micro. À mon avis, c'est ça. Ça doit être mieux là, non? On doit être un peu mieux, je pense, au niveau du son. Confirmation. Ok. On va y aller comme ça. Ouais, bon, en gros, j'ai voulu tester un nouveau setup de son gracieusement prêté par Electrolab pour tester un micro, mais j'ai pas réussi à faire fonctionner le tout. Du coup, j'ai un peu cassé mon setup, faudra que je regarde ça. Alors, on va commencer plus vite, hein, vous connaissez la présentation habituelle. Donc la semaine dernière, on avait vu l'intégration mécanique sur FreeCAD de PCB fait dans KiCad. On avait vu pas mal de choses, mais on n'avait pas eu le temps, un peu comme prévu, de faire la création d'un composant 3D. Et c'est pas plus mal parce que du coup aujourd'hui ce qu'on va voir c'est voilà, débuter avec FreeCAD. Donc aujourd'hui on va un peu parler encore une fois de la philosophie de FreeCAD, de voir son fonctionnement on va dire nominal, parce qu'il y a plein de façons de travailler avec, donc je vais expliquer ça. Un peu les contraintes, on en avait déjà vu dans le cadre de l'assemblage, mais là on va voir dans le cadre de la conception. Et puis en fait, la partie workbench et outils habituels, ce que je vais faire, c'est que j'ai 3-4 exemples à explorer avec vous pour vous montrer un peu quels outils on utilise quand on commence à faire des pièces. Donc voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a matière et je suis pas sûr qu'on tienne en 1 heure, même si j'aimerais beaucoup. Donc FreeCAD, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de CAO 3D. Comme toutes les CAO que je présente ici, et je pense que ce sera toujours le cas, c'est une CAO libre, donc open source et libre, ce qui est important. Du coup, on va regarder un peu au cours de la soirée comment créer certaines pièces. Alors je vous donne un premier exemple de ce qu'on va faire. On va pas en faire comme on est quand même dans le thème électronique, on va faire un composant que certains reconnaîtront, un BGA, un modèle pour intégrer sur vos circuits, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc ça, ce sera un exemple. Alors ce sera pas le premier, je pense, ce sera plutôt le deuxième. Et on va aussi faire un petit exemple assez sympa de support de PCB, de support magnétique de PCB. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose sur lequel je suis en train de bosser et ça pourrait être un bon premier exercice d'usinage sur le tour à Electrolab. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une pièce assez simple et on va voir qu'on va pouvoir aller jusqu'à utiliser la mise en plan automatique de FreeCAD, ce que je montrais tout à l'heure sur Twitter. Et si on a du temps, j'aimerais bien, on pourra regarder encore 2-3 autres petites choses. Bon alors on va commencer par expliquer la philosophie de FreeCAD. Alors c'est une philosophie qui est un peu liée à celle qu'on peut retrouver dans d'autres logiciels comme SolidWorks pour citer que lui, mais principalement parce qu'à côté de ça je connais quasiment que lui. Donc habituellement, on va dire sur les CAO plus vieilles, on avait tendance à travailler de manière additive, c'est-à-dire à faire des opérations booléennes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que généralement quand on voulait créer une pièce, on utilisait des primitives toutes faites ou pas, hein, mais on pouvait créer des formes. Et ce qui se passait, c'est que généralement, ces formes, on les assemblait d'une certaine manière, de la manière de quoi s'approcher de la pièce finale. Et on utilisait des opérations booléennes qu'on voit ici, de fusion, de soustraction, d'addition. Bon, alors, on peut le faire avec FreeCAD, hein. Il supporte cette façon de travailler, c'est pas celle qu'on verra ce soir, et première raison, c'est parce que je suis nul avec cette façon de travailler. J'y arrive pas, en fait, vous allez vite comprendre que la CAO 3D, c'est aussi beaucoup d'anticipation par rapport à ce qu'on veut faire, et que suivant la façon dont vous allez choisir de travailler, vous allez plus ou moins bien anticiper les problèmes que vous allez rencontrer sur le design de la pièce. Donc moi je suis pas bon avec cette méthode, sachez qu'elle existe, vous trouverez des tutos assez simplement. Bon alors ça c'était
Mon premier exemple. Après, FreeCAD supporte aussi un mode OpenSCAD. Alors OpenSCAD, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent pas, alors c'est assez sympa honnêtement. Ça correspond pas à ce que j'aime non plus, mais c'est assez utile quand on va faire notamment de la 3D paramétrique ou des choses assez rapides. C'est un langage de programmation, donc en fait on décrit par programmation des éléments basiques, hein, des entités initiales, on les manipule au travers d'un langage de script. Donc ça je l'aborderai pas ce soir non plus, ça pourra faire l'objet d'un stream spécifique OpenSCAD. C'est assez sympa, du coup moi je l'utilise pas dans FreeCAD parce qu'il a un moteur ailleurs. Aujourd'hui ce qu'on va regarder c'est ce que j'appellerais le mode principal de FreeCAD, sa philosophie initiale. Alors, comment est-ce qu'il se démarque du reste et qu'il retourne plus vers des SolidWorks et ce genre de CAO? C'est qu'en fait, alors je reprends mon super logiciel de dessin pour vous faire mes beaux dessins que vous aimez tant, j'en suis sûr. On va repartir sur ce qu'on va appeler maintenant un diagramme de philosophie, si vous êtes d'accord. En fait, l'idée quand on travaille avec ce que je vais vous montrer ce soir, c'est de partir d'un dessin 2D. Donc on a vraiment un dessin en aplat, d'accord? Ce dessin, il embarque tout un set de contraintes qui lui permettent d'être une entité 2D complète, hein. Alors là c'est un peu abstrait mais je vais vous montrer dans 2 minutes, vous allez vite comprendre. Et ce dessin, qu'est-ce qu'on va faire? Après on a un ensemble d'opérations de base qui vont nous permettre, avec ce dessin, de passer à de la 3D. Alors, ça c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a un volume 3D après. Et alors, comment on obtient ce volume? On va l'obtenir avec des opérations d'extrusion. Alors, je suis pas un pro de la méca, hein. Moi mon domaine c'est plus l'électronique initialement. Donc au niveau vocabulaire, il y aura peut-être des erreurs. Si on a un expert vocabulaire méca dans la salle, qui n'hésite pas à faire des remarques, ça m'intéresse, ça me permettra d'apprendre pas mal de choses aussi. Donc on peut avoir des extrusions et plein d'autres opérations qui vont nous permettre de modifier ce dessin 2D pour l'amener en 3D. D'ailleurs, ça c'est pas très bien ce que j'ai fait puisqu'en fait l'opération elle est plus là. Et donc on obtient un volume 3D. Alors, c'est un logiciel de dessin donc c'est très moche ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave. Donc, volume 3D, c'est de l'art. Franchement je pense que je devrais les vendre ces dessins. Ça partirait très cher. Et après, vous allez me dire, bon bah finalement c'est assez basique. Alors oui, mais non. Parce que c'est là où le cycle devient intéressant, c'est qu'en fait, quand on a le dessin 3D, vous allez voir qu'après, une fois qu'on a ce volume, hein, on va arrêter d'appeler ça un dessin, une fois qu'on a ce volume, on peut refaire un dessin 2D qui est lié au volume. Et les opérations qu'on fera sur ce dessin 2D vont modifier. Ils vont modifier ce volume. Alors encore par des extrusions ou des trous. Alors je suis vraiment nul en langage méca, hein, désolé les gars, mais j'essaierai de mieux apprendre mon vocabulaire. Alors ouais, la fonte est énorme, hein. En plus t'as vu, je fais des effets 3D et tout, c'est super. Donc voilà. Donc on a comment dire, on a cette philosophie-là. Maintenant je vais vous la montrer, c'est très abstrait, mais vous allez voir qu'une fois en pratique, c'est assez simple. Alors, je vais aussi volontairement passer sur certains aspects parce qu'ils sont beaucoup trop complexes pour débuter et surtout ils sont pas forcément pertinents. Donc, je vous refais une présentation rapide de l'interface, on va en avoir besoin. Dans la liste déroulante ici, on a les workbench, ou on va appeler ça les ateliers. Ces ateliers, ils ont un nom, vous voyez, et ce nom, d'une manière générale, définit les outils que vous allez trouver dedans. Là aujourd'hui, on veut dessiner une part, il faudra aller dans Part Design pour travailler comme je veux vous le montrer. Part, on va plus travailler avec les opérations booléennes que je vous montre au début. Part Design, on va travailler avec ce système de 2D extrudé en 3D. Donc quand vous cliquez sur Part Design, la première chose qu'il vous propose ici dans les tâches, c'est de créer un corps, Create Body. Alors réfléchissez pas et faites-le. Vous pouvez aussi le faire ici, d'accord ?
Alors pourquoi je vous dis de ne pas réfléchir, c'est parce qu'en fait ça c'est lié à une représentation des structures internes de FreeCAD et on va pas rentrer dans le détail pour le moment. Donc là on a un corps qui a rien dedans si ce n'est un repère. Le repère, alors retenez bien, c'est très important, le repère il est là en bas à droite et quand on navigue, on peut le voir tourner, c'est bien pratique pour pas perdre le nord. Alors pour la navigation, il faudra que vous découvriez par vous-même le mode qui vous plaît le plus. Moi personnellement, en cliquant droit au milieu, on a Navigation Styles, donc le style de navigation. Sur PC fixe avec une vraie souris, j'utilise le mode Blender. Sur laptop, j'utilise le mode Touchpad. Alors, j'ai un peu essayé les autres, ils me vont pas du tout. Donc le mode Blender, comment il marche? Si je clique sur la molette et en même temps je tourne, ça fait une rotation dans l'espace. Et après vous trouverez les autres touches rapidement, c'est vraiment pas compliqué. Donc, vous vous rappelez, on a dit on va commencer par un dessin 2D. Ici, on a quelque chose d'assez intuitif, Create a new sketch. Donc sketch, c'est un dessin technique. On clique dessus. Là, au moment où vous cliquez dessus, il va le créer, mais il vous demande dans quel plan vous voulez travailler. Donc vous voyez, là j'appuie sur ma molette au milieu, je tourne, vous voyez, ouf, on a les trois plans possibles. Donc soit on les sélectionne en cliquant sur le périmètre, sur le carré qui définit le plan dans l'espace, soit vous pouvez le prendre là dans la liste. Moi généralement j'aime bien travailler sur le plan XZ, par défaut. Mais si vous voulez pas trop avoir de soucis, généralement XY, si votre pièce est verticale, c'est mieux. On va prendre XY, voilà. Donc là, on est dans une vue 2D, ou presque, qui va nous permettre de dessiner. Alors, encore une chose, je vais vous montrer, elle n'est pas vraiment 2D, parce qu'on peut tourner. C'est un peu compliqué, moi je vous conseille de toujours rester dessus. Et quand vous êtes un peu perdu, vous avez ici un outil de navigation fort sympathique. Il suffit de cliquer sur une des faces pour qu'il vous ramène là où, enfin, sur la dite face. Donc là, on était sur top, on clique dessus, hop là. En dessous, vous verrez aussi ici de quoi travailler en perspective, en orthographique, en isométrique, et surtout la fonction Zoom to Fit qui est très pratique quand vous avez perdu de vue votre modèle. Ça arrivera des fois qu'à force de zoomer et dézoomer et de faire des rotations, vous savez plus du tout où est votre modèle, vous cliquez sur Zoom to Fit, il va vous ramener tout pile dessus. Moi je travaille quasiment toujours en perspective, sans doute parce que je suis pas un habitué de la méca. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent l'orthographique ou l'isométrique, puisqu'on voit mieux apparemment les détails. Voilà. Donc là on va commencer par faire une petite pièce toute simple pour vous montrer au tout début. Donc comment ça marche? On a des outils ici de dessin dont on se rend compte qu'ils sont en 2D. Et on a ici une barre. On va voir à quoi elle sert assez rapidement, mais c'est la barre des contraintes. Elle va permettre de définir les règles qui font la cohérence de votre dessin. Et vous verrez ici que vous allez avoir l'éditeur de contraintes qui va vous donner des informations sur l'état de votre dessin. Donc on va comprendre ça assez vite. Donc pour le moment, on va faire le classique, on va faire un cube. Je vais pas faire une théière parce que franchement c'est trop compliqué. On va faire un cube. Donc là j'ai sélectionné l'outil pour dessiner un rectangle. Je clique dans un coin, je descends, je reclique. Donc là on voit qu'il nous a posé basiquement 4 lignes. 4 lignes et c'est tout en fait. Mais pas vraiment. Parce qu'on voit qu'il a créé un paquet de contraintes. Ici. Alors, moi je vais faire clic droit pour désélectionner. Il faut faire clic droit dans le vide pour désélectionner l'outil en cours. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit 4 lignes, 4 points, et des petites barres là. Alors, ces petites barres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des contraintes, et si on clique dessus, vous voyez qu'à gauche, hop là, il a sélectionné les contraintes que j'ai sélectionnées. Je vais cliquer dans le vide. Donc ces contraintes, vous allez les retrouver dans la barre à droite, comme je disais. La barre horizontale, c'est une contrainte d'horizontalité, on va appeler ça. D'horizontalitude, c'est mieux. Donc, quand on a dessiné une ligne, par exemple si je prends celle-là maintenant, je dessine une ligne arbitraire, ce que je peux faire, si je sais que cette ligne doit être horizontale, je la sélectionne, et là dans la barre de contraintes, je peux cliquer ici, et hop, m'assure le fait qu'elle est horizontale. Alors, pour le moment, c'est pas très intéressant quand on a une ligne toute seule, par contre, quand on a un rectangle, c'est très intéressant. Alors ce que je vais faire, je vais tout sélectionner, je vais supprimer ce rectangle, et maintenant je vais vous montrer comment on crée un rectangle à base de lignes. Donc,
techniquement, si je veux créer un rectangle, il faut 4 lignes. Vous voyez, mais il y en a, quand il détecte que c'est vertical ou horizontal, il le fait tout de suite. Voilà, donc j'ai créé 4 lignes. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un rectangle est un rectangle? C'est que j'ai 4 lignes parallèles 2 à 2, avec des angles droits, au moins un angle droit en fait, puisque ça va contraindre tout l'ensemble. Donc là on a déjà défini une ligne verticale, une ligne horizontale. On va utiliser une autre contrainte. On va se dire, bah tiens, cette ligne-là et cette ligne-là, je sais qu'elles doivent être parallèles. Donc là on a la contrainte de parallélisme. Hop. Or, vous voyez, quand il résout les contraintes, il va pas se tromper. Là vous allez me dire, il aurait pu mettre celle-là en biais. Mais non, puisqu'on l'a déjà contrainte. Donc en fait, quelque part, quand on travaille par contrainte, et c'est là où c'est à la fois puissant et où ça demande de réfléchir en avance de phase, c'est qu'en fait les contraintes elles sont propagées. C'est-à-dire que si vous mettez une contrainte à un endroit et que sur la même partie vous contraignez une autre partie, il va devoir s'assurer que c'est cohérent. Parfois il va pas vouloir. Par exemple, si je prends cette ligne là et que je dis ah bah finalement cette ligne là elle doit être horizontale. Vous voyez, là il y a un problème. Comment on le voit ici en haut à gauche. Alors déjà il nous dit qu'on est under constraint, c'est-à-dire sous contraint, c'est-à-dire qu'il y a trop de liberté, donc il ne peut pas garantir que le dessin veut dire quelque chose, mais en plus là c'est pire, il nous dit non résolu. Alors pourquoi? C'est parce que, on va appeler ça la transitivité, je sais pas si c'est le bon terme, mais ici on lui a demandé d'avoir une ligne verticale, ici on lui a demandé d'avoir une ligne horizontale, mais on lui a en plus demandé qu'elle soit parallèle. Donc il y a une impossibilité. Donc on va sélectionner cette contrainte, alors on peut la sélectionner ici ou directement sur le dessin. On clique droit, on la supprime, et voilà. Il est content à nouveau, il dit qu'il l'a résolu. Il lui reste par contre des degrés de liberté, on va régler ça tout de suite. Donc on va faire la même chose sur ces deux lignes, on les sélectionne. Alors en fait il n'y a pas besoin de maintenir contrôle, hein. Quand on sélectionne, il suffit de cliquer sur une puis sur l'autre après. Quand vous les désélectionnez, vous cliquez dans l'espace et ça désélectionne. Donc je sélectionne ces deux lignes, faire pareil, hein, on va dire qu'elles sont parallèles, voilà. Bon là on n'a pas encore un rectangle quand même, hein. Parce que du coup là on a des lignes qui sont pas jointes. Vous remarquerez d'ailleurs que tout à l'heure il y avait 13 degrés de liberté, maintenant il n'y en a plus que 12. Effectivement, on a recontraint ces deux lignes entre elles. Si vous cliquez dessus, vous voyez, il sélectionne d'un coup tous les éléments qui sont concernés par les degrés de liberté. Donc ça, ce sera assez utile quand vous commencez à avoir des dessins vraiment compliqués. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est joindre les coins. Pareil, on peut sélectionner les points. Ici, on a une contrainte sympa qui est qu'on va créer qu'on va obliger deux points à être coïncidents, c'est-à-dire en gros qu'ils soient au même point dans l'espace. On clique, hop là, il les rejoint. On va faire pareil sur tous. Vous voyez, donc après, par contre, si vous n'avez pas tout contraint, quand il résout, il prend la première solution. Donc là, il a rapproché cette ligne, il a raccourci l'autre, parce que pour le moment, on n'a pas contraint les distances. Voilà. Et voilà. Là, ça y est, vous voyez, on a 4 contraintes de points. Donc là, on est bon. Donc maintenant, on va dire qu'on veut un cube de 1 cm par 1 cm par 1 cm. Alors la troisième dimension, pour le moment, on s'en fout, puisqu'on est encore en train de travailler en 2D. Donc on sélectionne celle-là, et là vous avez un outil qui est assez sympa, qui est une distance horizontale. Donc il suffit de sélectionner une ligne, de cliquer là-dessus, hop, il vous demande de rentrer une cote pour savoir quelle taille vous voulez donner à votre dessin. Donc là on rentre 10 mm, entrée, voilà, boum. Il a réduit. On va faire pareil là, puisqu'on a dit que c'était un cube qu'on voulait, sauf que cette fois on veut une distance verticale évidemment. Donc on clique, et 10 mm. Pof. Alors, on pourrait quasiment en rester là, mais il y a deux choses. Il y a deux choses qui vont nous gêner a posteriori, c'est que, à moins qu'on ait une bonne raison de ne pas faire son dessin sur le centre, il vaut mieux essayer d'avoir l'origine au centre du dessin. En tout cas, au début, c'est quand même plus simple. Et deuxièmement, il y a autre chose qu'il n'aime pas. Vous voyez, il dit qu'il y a encore 2 degrés qui lui manquent. C'est qu'il voudrait avoir une contrainte dans l'espace absolu. Alors, vous avez remarqué qu'au début, quand on a lancé ça, il y a 2 lignes bien spécifiques. Donc on a une ligne verte, une ligne rouge. Si on regarde, ce sont les lignes de l'axe Y
et l'axe X, ici. Vous voyez, il n'y a pas de Z. Il n'y a pas de Z parce qu'on est en 2D. Hein. Donc, il ne veut pas qu'on fasse autre chose du plan. Vous ne pouvez pas dessiner en dehors de ce plan-là. Hein. C'est interdit. De toute façon, c'est même pas possible. Donc on va essayer de se centrer. Donc on a dit qu'on avait un cube de 10 mm par 10 mm par 10 mm. Donc pour être au centre, hein, là je vous fais le calcul rapidement, mais c'est assez simple. Il nous faut une distance de 5 mm de chaque côté du centre. Alors là, c'est un peu plus compliqué. On veut une distance entre un point finalement et... Alors on pourrait avoir une distance entre ça et ça. Moi je préfère travailler avec le point, vous verrez plus tard pourquoi. Donc, on va sélectionner le point de l'origine. On sélectionne cette ligne et là on prend cette contrainte là, qui est de fixer la distance entre une ligne et un point, le vertex étant un point. On clique dessus, et là, on va mettre -5, parce que du coup, il faut passer de l'autre côté. Quand vous allez vouloir passer de l'autre côté, il faut lui dire -5 pour que ça inverse la direction de la contrainte. Ah, datum... Alors, j'ai dû sélectionner trop de choses, je pense, ou alors j'ai fait une erreur. Hein. C'est possible. Je sélectionne ça, que je lui demande 5. La 5, il a bien voulu. Alors, on peut la rééditer, vous voyez, on peut la... Alors, pas toujours simple de sélectionner, voilà, on sélectionne, on double-clique. Je mets -5. Ah. Alors là, je suis assez surpris. Normalement ça le gêne pas. Là, honnêtement, je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, on va essayer sur l'autre. Ah, ou alors c'est ici peut-être. Tac. Hop. Alors là, il a bien voulu avoir une négative. Je ne saurais pas pourquoi là. On va la supprimer, la contrainte 5. Pour le moment. On va essayer de la refaire. J'admets ne pas savoir pourquoi là il en voulait pas. Alors si quelqu'un sait. J'avoue, je me suis jamais posé la question. Bon alors, on va ruser. Hein. On va se laisser abattre, on va sélectionner le point, on va sélectionner celle-là. Et là on va dire qu'on a besoin de 5. Voilà. Hein. Non, en fait, alors justement, il faut sélectionner le point. C'est-à-dire que cette contrainte, soit tu sélectionnes juste une ligne et ça fixe la longueur de la ligne en question, soit il faut sélectionner une ligne et un point et ça va fixer la distance entre le point et la ligne. Donc bon, je sais pas trop pourquoi, je fouillerai et je vous donnerai une explication si j'arrive à trouver. Donc, voilà, donc là, on est pas mal, on est centré. Et vous voyez que là, tout est devenu vert et ici, on a Fully Constrained Sketch. Donc ça veut dire que pour lui, c'est bon, il est sûr de pouvoir assurer la cohérence de ce dessin dans l'espace. Donc là, on ferme et on se retrouve avec dans l'espace un carré. C'est pas vraiment encore de la 3D, hein. On est encore... si on revient à mon super dessin à 3 millions d'euros, on en est encore ici. On a fini de faire le dessin 2D avec les contraintes, et il faut qu'on fasse une extrusion pour arriver sur un volume. Donc, là, on n'a pas forcément besoin de le sélectionner ici, il suffit de le sélectionner ici, l'objet. Et là, on a, en anglais c'est pad, en français, je crois vraiment que c'est extrudé pour le coup. On clique dessus, et là on voit arriver un volume. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, notamment reverse, ça veut dire qu'il va extruder dans l'autre sens. Et là, on a la dimension. On dit OK. Et là, on a vraiment un volume. C'est-à-dire que là, on peut travailler dessus. On a un cube. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, dans le dessin, c'est qu'on a un volume ici. Maintenant, on peut le modifier. Et pour le modifier, on va refaire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on vient de faire. Alors, on va refaire un dessin 2D, mais il faut quand même qu'il ait un lien avec ce volume 3D. Pour qu'il ait un lien, en fait, alors supposons qu'on ait envie de percer un trou cylindrique débouchant dans ce cube. Bien, on va sélectionner une face, et au moment où vous sélectionnez la face, vous vous rendez compte qu'il y a là un Create New Sketch qui s'active et un ici c'est Assign Sketch to a Face, je crois que c'est.
Map a sketch to a face. Donc ça c'est quand vous en avez déjà un. Nous on n'en a pas un, on va cliquer sur New Sketch. Voilà. Et là vous vous rendez compte qu'en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris pour plan de référence la face qu'on avait sélectionnée. D'accord? Donc là, il a pris pour plan de référence cette face-là. Alors pourquoi le 0 est là? C'est parce que quand on a extrudé à partir du 0 en Z. On le voit ici. Alors, des fois il vaut mieux extruder dans les deux sens pour garder le point au milieu. Ça peut simplifier la vie, par exemple. Alors, un truc qui est bien, c'est qu'ici il y a un historique, vous voyez. Et là on peut revenir sur cette extrusion. On peut dire que finalement on voulait qu'une extrusion de 5. Et en fait il y a Symmetric to Plane. Symmetric to Plane, il va directement mettre le plan au milieu. Donc si on reprend cette face maintenant et qu'on recrée un sketch, voilà. Là on est bon, on a le 0 au centre, c'est plus pratique. Alors, vous allez voir qu'il faut garder les choses en tête parce que pour le moment, alors il y a peut-être une façon de faire que je ne connais pas, mais je crois pas que pour le moment ça a été implémenté. Ici vous voyez votre objet derrière le plan de travail, mais il n'a pas d'existence dans le plan de travail, c'est-à-dire il n'y a pas moyen de s'accrocher aux angles et aux droites. Donc il faut se rappeler un peu de ce qu'on a fait avant. Donc là on a décidé qu'on voulait faire un trou circulaire, donc un perçage par exemple. Donc on peut créer un cercle. Alors si on vient sélectionner directement le centre, il va déjà donner la contrainte sur le centre pour que ce soit au milieu, et on va cliquer un peu au hasard. Voilà. Donc là on a un cercle, qui est encore une fois pas contraint complètement puisqu'on n'a pas donné de notion de rayon. Mais on va pouvoir le faire. Donc ici vous pouvez sélectionner l'objet, ça va plus vite généralement. Faire clic droit et vous voyez apparaître encore une fois la liste des contraintes. Ça va plus vite que d'aller sélectionner l'objet sur le dessin. On va donner une contrainte de rayon, alors, je sais pas, de 2 mm par exemple. Voilà, et vous voyez là il est passé tout vert, il est content, tout contraint. On aurait pu faire d'autres façons, par exemple si on avait voulu, bon, on va le faire, si on a envie de faire un perçage là, donc pour faire une ouverture comme ça, en quart de cercle, on peut faire d'une façon assez simple. Ici, vous avez un icône qui est assez sympa, qui permet de changer l'outil de géométrie. Là, quand on fait des lignes, elle crée un dessin qui va donner naissance à un volume 3D. Mais on peut cliquer là, les lignes deviennent bleues, et ce sont plus que des lignes de construction. Donc ce sera comme quand vous faites un plan, et que vous faites les premiers traits au crayon à papier avant de les repasser à l'encre, c'est pour avoir des traits de guidage que vous pourrez effacer. Et ben là c'est exactement ça. Quand les lignes sont bleues, on peut effacer. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est créer une ligne bleue. Elle est déjà verticale, c'est tant mieux. Lui dire qu'on veut... Alors, on va faire simple, on va prendre ce point-là et cet axe, on va dire qu'ils doivent être coïncidents. Oui, non, c'est comme ça, c'est celui-là, c'est... Voilà. Donc là, le point est fixé sur cette ligne, il ne faut pas prendre coïncidence entre deux points seulement. Là, c'est pour fixer un point sur un objet. Et on va lui dire ici, par exemple, qu'on veut une hauteur, vous vous rappelez, de 5. Et on veut être... Ah, pareil, il y a une distance de 5 du centre. Voilà. Et vous voyez, là, on a un point. Et ce point, alors on va revenir en mode construction qui vont donner naissance à un objet 3D. Et sur ce point, on peut venir fixer un nouveau cercle. D'accord? On le sélectionne ici et on lui redonne un rayon de 1,5 mm. Et donc là, on a deux cercles sur le même plan. Il faut comprendre une chose, c'est que ces deux cercles, c'est que il y a un outil pour définir des contraintes sur les lignes d'un objet déjà créé. Ah, c'est sympa ça, JB, je vais regarder du coup, parce que je le connais pas. Donc je regarderai plus en détail. Et donc là, il faut comprendre une chose, c'est que le dessin qu'on a fait là, ce sera un seul objet 3D. On n'aura pas deux objets indépendants, vous allez voir tout de suite. Quand on sort, alors là on va faire une poche, donc pour faire un trou. Vous voyez? Il l'a fait sur les deux en même temps. Ils sont pas indépendants. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on fait un dessin, ça donnera un volume au final. Donc, par exemple, si on fait 10, on va traverser de l'autre côté, voilà. Donc ça, c'était pour le début.
pour vous montrer rapidement la philosophie de travail sous FreeCAD. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire des objets, je pense, le mieux définis. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on va avoir des objets le plus propre, et surtout, c'est surtout pour moi, d'après moi, une façon de mieux travailler depuis des plans. Puisque les plans sont souvent en 2D, ça permet de construire en partant de plans et à construire l'objet au fur et à mesure en partant de la 2D. Donc maintenant qu'on en est arrivé là, on va pas sauvegarder ce truc là, on va passer sur un truc un peu plus sympa. Alors c'est quelque chose que j'avais fait pour l'Electrolab, mais on n'a pas encore eu le temps d'y réfléchir plus que ça. C'était pour faire un petit projet pour débuter sur le tour. C'est une pièce facile à usiner et qui en plus peut être utile, c'est pour soutenir un PCB. Alors quand vous travaillez sur un circuit imprimé, c'est des colonnes avec une vis qui permettent de tenir le PCB au-dessus du plan de travail. C'est assez pratique et c'est souvent vendu assez cher pour ce que c'est. Et alors, pourquoi ça comme exemple? Parce que justement ça va illustrer ce que je viens de vous dire. C'est que souvent quand vous allez travailler en mécanique, vous allez avoir un plan de base qui est comme ça. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va partir de ce plan, alors que j'ai généré avec FreeCAD, à partir de ce plan pour refaire une pièce 3D et on va retirer le plan. Alors c'est vraiment parce que c'est pour l'exemple. Donc on crée un nouvel objet. On est dans Part Design déjà, souvent il retient le dernier workbench. On clique ici sur Create Body, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On clique sur Sketch, d'accord? On va prendre le plan XY, voilà. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait l'extrusion pour passer à la 3D, mais on a aussi par exemple la rotation, donc on va pouvoir faire une rotation. Donc, si on prend le plan là, cette partie-là va nous intéresser, elle va nous permettre de faire le profil. Donc, si on veut construire par rotation, on va dessiner ici juste un côté de la tour. Alors je vais pas faire le dessin exact comme ici, parce que sinon ça prend du temps de calculer les angles, tout ça, mais on va faire un profil et on va vous montrer ce que ça donne en rotation et après on fera le plan. Donc ici j'avais mis 14, donc on va mettre 7 mm, 7 mm 20, ok. Donc, on va dessiner une ligne, donc vous voyez là, on est ici, je vais me mettre plus par le bas. On va dessiner une ligne, tac, comme ça. Donc vous voyez, elle est déjà contrainte pour rester collée sur cet axe, on le voit aux 2 points. Donc, cette ligne, on a dit qu'elle faisait 14. Il fallait pas que je la colle. C'est moi qui étais un peu bête. Hop, tac, tac, voilà. Il fallait pas la coller, sinon ça pose problème. Voilà, donc on est là. Là, on va lui dire de centrer à 14 aussi. Voilà. Et donc là, on va créer une autre ligne. Alors on peut venir cliquer directement là, maintenant ça veut dire qu'elle va être attachée tout de suite. Créer une autre ligne, il me l'a mis en vertical tout de suite. Alors on peut aussi faire comme ça va parfois plus vite. On va faire 20 mm. Vous voyez, comme je ne l'ai pas collé en bas ici, il a décidé de la pousser vers le bas. Donc ce qu'on peut faire pour fixer tout l'ensemble, on sélectionne les 2 points là d'origine et lui, on dit que ça doit être coïncident. Et ah, donc là, vous voyez, il a trouvé des contraintes redondantes. Alors, quelles sont-elles? Ah oui, évidemment, elles sont redondantes, il a raison, plus un. En même temps, voilà, pof. Comme ça, on a tout ça de fixé. Et on va montrer 2-3 exemples intéressants. On va refaire une ligne qui part de là. On va la mettre comme ça. On va mettre par exemple une contrainte d'angle. On sélectionne les 2 lignes. On sélectionne cet outil, vous voyez. Et là, on veut 180 45, 135. Voilà, comme ça. Et ici, vous voyez, alors pour ce que tu disais tout à l'heure, Larzuk, là, si je sélectionne juste une ligne comme ça, et que je clique là, il me demande de rentrer la longueur. Donc c'est assez pratique. On va mettre 10, voilà. On va en faire un plus simple. On prend la ligne là, on clique là, pareil, on vient chercher ici. Voilà. Et là, on va
créer une ligne parce qu'il faut toujours fermer un dessin. Si vous fermez pas le dessin, quand vous allez faire l'opération 3D, il va vous dire qu'il n'est pas capable de le faire. Alors on a d'autres redondantes, c'est fort possible. Alors pourquoi il les sélectionne pas? Ah voilà, la 15 il la trouve redondante. Ah bah oui forcément. Il me l'a mis tout seul mais effectivement elle sert à rien puisque les 2 points sont fixés là. Donc on la supprime, comme ça il sera content, même si là ça aurait rien changé. Voilà, donc on a le profil d'une pièce. Donc quand on sélectionne le sketch là, maintenant ce qu'on veut, on a dit que c'était par rotation. Alors pour travailler par rotation, c'est ici, Revolve. Donc on va cliquer dessus, et voilà. Vous voyez, il va nous faire un début de pilier qui ressemble à ce que j'ai fait sur l'autre. Donc là il vous demande l'angle, hein. Vous pouvez évidemment diminuer l'angle, si vous voulez faire qu'une partie, hein, et qu'une tranche. Dans notre cas c'est 360 degrés, on dit ok, voilà. Donc là on a un volume, d'accord. Et ce volume, bon quand même, hein, pour l'exercice, on va prendre la face qu'il y a là, on va faire un sketch, là vous commencez à connaître la chanson, on fait un cercle qu'on centre au milieu, on va dire que ce cercle, on va dire que c'est du M3, 3 mm, allez hop, là, et on fait une poche, on ouvre une poche de 5 mm de profondeur, c'est très bien. Alors, plus là sur la poche, vous voyez, alors, non d'ailleurs c'est pas sur la poche, si vous voulez faire ça, alors, je vais vous montrer un truc qui est sympa. On sélectionne donc le dessin, et là on va plus faire un trou. Alors pourquoi un trou? C'est intéressant, c'est parce qu'ici il va vous proposer des types de trous. Et notamment vous allez pouvoir mettre des trous de pas de vis. Alors ils seront pas dessinés les pas de vis, par contre sur les plans, ils seront documentés comme étant des trous de perçage, avec les données qui vont bien. Donc quand vous savez que vous voulez faire un perçage, je vous conseille de passer par là. Nous on va juste faire une poche de 5 mm. Voilà. Donc là, on a notre poche avec notre modèle 3D. Alors vous voyez, un petit exemple, si vous commencez à avoir des zooms comme ça, que vous savez plus où est votre bébé dans l'espace, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez là sur le petit carré en dessous, zoom to fit, et il revient. Très pratique. Puis moi je me mets en perspective parce que je travaille toujours en perspective. Donc là on a une pièce. Ce que je vais vous montrer comme outil, c'est assez sympa. Je l'ai déjà un peu utilisé au boulot, c'est assez cool. Alors je vais regarder juste après JBLB puisqu'on va refaire un autre exemple, je vais regarder pour le machin bleu dans le sketcher. Donc quand on est là, on a cette pièce, il y a un atelier qui est assez sympa, qui s'appelle TechDraw, donc dessin technique. On clique dessus, ça nous ouvre une nouvelle barre. Sur cette barre on va cliquer là dans Insert New Default Page. Voilà. Donc là par défaut on a une page avec un cartouche. Le cartouche on pourra le remplir, c'est des variables d'environnement qu'on peut réutiliser. Ça je vous laisserai découvrir, c'est de la décoration. Ce qui est intéressant par contre, c'est que si on sélectionne le body de la pièce là, d'accord, ici on voit apparaître des menus dans la page. Et on a par exemple, on peut insérer plusieurs vues de l'objet. Dans notre cas ça peut être très utile, donc on va plutôt insérer juste une vue. Vous voyez? Alors quand on insère une vue comme ça, sans plus de détails, en fait il prend la vue qu'on a là. Alors là il l'a retourné, oui c'est parce que c'est par rapport au repère. En fait il aligne la vue comme ça. Donc nous c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on va supprimer la vue. Je vais vous montrer toutes les possibilités, hein, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Là on a insert multiple view. Sélectionner, voilà. Vous voyez là, si vous faites ça, il vous propose d'insérer plusieurs vues. Et là vous allez pouvoir rajouter les angles. Vous voyez? Voilà. Donc quand vous allez vouloir travailler comme ça, il faut toujours, avant de vouloir insérer une vue, il faut ici se ramener sur une vue qui a du sens. Donc moi dans mon cas, vous voyez, je me mets en repère X, Y avec Z dans la profondeur. Ça je sais où je suis. Je sélectionne le corps. Je vais sur la page, donc il faut aller là.
Il faut resélectionner la page quand on est sur le corps, c'est vrai. Et là, on va faire un insert view. Et on l'a là. Donc on a une vue de la pièce telle qu'elle est en ce moment dans la vue 3D. Alors, ça, à quoi ça sert? Eh ben, c'est qu'en fait, c'est super cool parce que très vite, on va pouvoir atteindre ce genre de résultat et tirer les plans de la pièce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a ici plein d'outils pour poser ce qu'on appelle des cotes. Et si je sélectionne par exemple cette barre, hop, voyez, on retrouve les cotes qu'on a. Alors, en quoi c'est utile ça? C'est utile dès que vous allez vouloir travailler sur la fraiseuse, à la main évidemment, ou si vous voulez communiquer par exemple avec un sous-traitant qui doit vous faire un boîtier. Typiquement, ça peut être utile si vous faites un boîtier, vous allez pouvoir lui envoyer le profil, les découpes et les détails. Donc ça c'est assez utile, on peut donc tout côté comme ça. Après on a tous les détails de la pièce, et alors après, alors que je me rappelle parce que là c'est un peu plus compliqué, ici on peut, c'est ce que j'ai fait sur l'autre, insérer une section. Donc qu'est-ce que c'est qu'une section? Une section en fait c'est une coupe, c'est une vue en coupe de la pièce. Donc là vous voyez j'ai pris cette vue, je lui ai demandé de m'insérer une section, par défaut, vous voyez, c'est la section, elle s'appelle A, donc elle est représentée ici, à l'endroit où elle coupe, d'accord? Et ici ce sont les axes. Alors, nous voilà, ce qui va nous intéresser c'est plus une section sur cet axe là pour voir la poche qu'on a fait à l'intérieur. Donc là vous voyez la section A, donc ça pour ceux qui savent déjà lire des plans de méca, c'est assez simple. Ah ouais. Comment tu fais les vues de droite, gauche, haut et bas? Ah alors je vais montrer juste après. J'ai peut-être été un peu rapide. Donc, attends, je vais le faire maintenant, effectivement. Donc là, j'ai juste fait une vue standard. Du coup, il faudrait que je supprime la section après. Donc j'ai juste fait une vue standard. Voilà. Le truc, c'est que tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... On va la supprimer. C'est plus simple. Hop là, voilà. Donc, je resélectionne le corps. Tout à l'heure, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. Insert multiple view. Donc, plusieurs vues. Quand on clique là-dessus, il a la vue standard qu'on a en cours, et après ici on a une grille. Et cette grille, ça va être des incréments de 90 degrés. Donc par exemple, si je sélectionne celle-là, on voit le bottom, celle-là, on voit le top, et vous voyez, ici, on la voit avec un angle dans les deux sens en fait. Donc, si vous voulez utiliser ça, vous pouvez utiliser la multiple view. Et après, en plus, vous voyez, on peut ajuster. Alors, c'est très long, c'est vraiment fait pour être, pour juste, comment dire, pour juste ajuster. On va pouvoir avoir toutes les vues qui apparaissent, vous voyez. Alors, par contre, faut le faire dans l'ordre, sinon, voilà. Donc ça, après, il faut vraiment s'imaginer dans l'espace. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler de ce qu'on veut voir. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on peut essayer plusieurs fois. Hein. Donc là, voilà. Donc moi, je travaille rarement avec la multiple view parce que je trouve que ça fait des plans assez vite bordéliques. Je préfère largement faire une première vue, par exemple là, qui est celle qu'on a là-bas. Je travaille d'abord sur celle-là comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je mets mes cotes. Après, c'est une façon de travailler, hein, ça sera à vous de voir. Je mets mes cotes sur le... Voilà. Alors, mince. Hop. Ah, je mets mes cotes, alors là, bon, je l'ai pas mis dans le bon sens, j'aurais mieux vu vers l'intérieur, mais c'est pas grave. Je mets mes cotes, après je sélectionne généralement, je fais les sections qui m'intéressent, par exemple celle-là. Vous voyez. Je cote généralement ma section aussi. Comme là, vous voyez, on avait fait un perçage de 5 mm. Et je sais plus combien il faisait, je crois que on avait dit que c'était un M3, donc 3 mm, voilà. Je code ça, et après, alors généralement ce que je fais, c'est que je retourne dans la 3D, et je me dis, bah tiens, je veux une vue de celle-là, de ce côté-là, donc je me mets dessus. Ça se déplace ce truc-là, c'est pratique. Je me mets dessus, voilà. Et donc ce que je fais, c'est que je retourne sur la page, je resélectionne le corps et je recrée une nouvelle vue, vous voyez. Je préfère travailler comme ça parce que ça permet de les placer mieux et ça permet aussi de le faire sur différentes pages.
Et ça, enfin, j'ai remarqué que ça permettait de faire des plans un peu plus propres. Donc, vous voyez, on est retourné, alors évidemment pour aller plus vite parce que vu l'heure, je voulais pas y passer 10 ans, mais on est retourné à ça. Ça pour information, je vais vous montrer le plan complet, l'assemblage complet. Ça m'a pris, ça a été le 3e ou 4e projet que j'ai fait avec FreeCAD. Petit projet, j'en suis que sur des petits projets pour le moment, ça m'a pris moins d'1 heure. Hein, donc là c'est parce que j'explique que c'est long, hein, mais sinon ça va beaucoup plus vite que ça. Donc là on en est arrivé au point où je voulais arriver, je voulais vous montrer rapidement l'outil de dessin technique, les bases du dessin 2D, comment on extrude, comment on fait des trous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer après à ce que je voulais faire l'autre fois, c'est-à-dire la création d'un composant électronique. Parce que dans la création de ce composant, je vais vous montrer beaucoup d'outils en même temps, qui sont assez intéressants. Et ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc voilà, donc avant je vous montre le projet complet. Alors là je sauve pas. Le projet complet de ce pilier pour tenir des PCB. L'assemblage complet est là, vous voyez. Donc pour ceux qui savent pas trop comment ça marche, en fait là on met un aimant, hein, il y a une poche qui a été prévue. Ça tient debout sur une plaque métallique. Et là il y a une vis, et là c'est deux rondelles en plastique. Et on glisse le PCB, on serre, on en met 3 ou 4 comme ça, et ça tient le PCB fermement au-dessus d'une surface pour pouvoir travailler en l'air, pour mettre des sondes d'oscilloscope, tout ça. Et en fait cet assemblage que vous voyez là, c'est un assemblage du pilier que je vous ai montré, voilà, qui est là, et de quelques modélisations, donc les rondelles évidemment extrêmement simples, et alors ça on verra peut-être pas ce soir, on le verra peut-être une autre fois, mais des vis qui ont été générées avec comment s'appelle, avec un atelier qui génère les vis, qui est bien pratique. Par contre à savoir que, à part pour le rendu esthétique, si vous avez montré à des clients pour que le projet ait l'air joli, ça bouffe beaucoup de ressources à afficher, et il vaut mieux souvent s'en passer parce que sur les plans on n'indique pas le pas de vis, on indique les données de filetage 4 avec la profondeur et ce genre de choses. Voilà. Donc là vous avez vu un petit projet, honnêtement hein, ça au bout de 3-4 fois où vous jouez avec le logiciel, c'est moins d'1 heure à faire. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait aussi autre chose que j'ai fait dans un temps à peu près équivalent. J'ai fait juste avant. C'était pour mon tour. Tac tac tac. Ça devait être ça. Vous voyez, avec un assemblage, c'est la tourelle porte-outil d'un tour Proxon. J'avais besoin de faire une version custom pour un porte-outil de micro-mécanique. Ça je l'ai modélisé à la main aussi, ça a pris 10 minutes à modéliser. Depuis les cotes mesurées sur le porte-outil, quoi. Donc voilà. Donc on va maintenant s'intéresser à un truc un peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué, non pas vraiment, mais on va essayer de faire un exemple plus complet de comment faire un composant. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris un BGA que j'avais besoin de faire rapidement pour le boulot. Donc j'avais besoin de faire le package, mais surtout j'avais besoin de faire le modèle 3D pour calculer la hauteur d'un dissipateur thermique. Donc pour pouvoir faire l'intégration 3D comme on l'a vu la semaine dernière. Et donc là, on va partir vraiment de plans. Donc vous voyez, hein, les plans dont je vous parlais tout à l'heure en 2D, hein, ça a été fait de la même manière. Eux, ils ont fait dans une CAO 3D leur package, et après, ils ont tiré le plan en 2D. Hein. Personne ne transmet un plan en 3D, c'est illisible. Donc là, vous n'allez pas le voir, mais moi je vais glisser ça sur ma fenêtre à côté, ce sera plus pratique. Et on va faire ce BGA pour vous montrer. Donc, pareil que tout à l'heure, là j'ai créé un nouveau fichier. On retourne dans Part Design. Vous voyez là il nous propose, on crée un corps, on crée un dessin, on se met. Alors là, en toute logique, il faudrait dessiner, puisqu'on va extruder sur le plan ici. Puisque on veut que ça fasse vers le bas et que ça monte. Donc on va prendre ce plan là. Voilà. Donc là le BGA, vous l'avez peut-être vu, il fait 10 mm par 10 mm. Donc on va directement dessiner un rectangle
qu'on va contraindre très rapidement le point là, la distance, ça va être 5. Ici, même topo, la distance c'est 5, maintenant vous commencez à comprendre. La hauteur totale, c'est 10. Et la largeur totale, c'est 10. Voilà. Vous voyez, contraint, tout est bon. Donc là, on a un dessin 2D, hein, sketch. Donc là, je vous remontre la hauteur du plastique, parce qu'on va pas faire tous les détails, mais la hauteur du plastique, elle est de 1,01, ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une extrusion, donc j'ai le dessin qui est sélectionné, l'extrusion ici, pad en anglais, et 1.01. Alors, il faut faire vachement gaffe par contre. Pensez à mettre une vraie virgule, parce que comme beaucoup de soft, il a des problèmes de régionalisation, point, virgule, tout ça. J'ai pas spécialement cherché à régler le problème, mais faites-y gaffe, parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Donc, là, le truc, c'est que par contre, je sais plus par rapport au 0 où est-ce qu'il a extrudé. Donc là, il monte, donc il a extrudé vers le bas en fait. Donc là, on va être en dessous, donc moi ça m'arrange pas, voilà. Je préfère faire une extrusion là. Je veux garder le 0 sur la face en dessous, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a, alors, j'ai pas du tout cette vue, hop, la perspective, je préfère. Donc là, on a le pavé de notre, c'est un package qui s'appelle du BGA, hein, pour ceux qui font pas d'électronique. Donc on a le pavé là, on a ce pavé là. Maintenant, on va vouloir faire les petites billes. Les petites billes, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y en a 12 par 12, écartées de 0,8 mm, qu'elles font, alors si je ne m'abuse, j'ai pas les yeux en face des trous, si elles font 450 microns de diamètre, et on va calculer de combien elles sont rentrées là. D'accord? Alors comme vous vous en doutez, je suis pas assez fou pour me les faire toutes à la main, parce que là il y en a pour des heures. Donc, la première chose qu'on va calculer, c'est l'emplacement en XY d'une bille. On s'en fout de laquelle, on va prendre quand même plutôt une extrémité, ce sera plus simple. Donc là, on sait qu'on a une bille qui doit faire 450 microns de diamètre et qui est placée, ici il faut diviser par 2, en moins 440, moins 440. Vous allez comprendre assez vite. Donc, alors comme j'avais extrudé, le 0 il doit être par là normalement. Là on va faire quelque chose, on va faire quelque chose de spécial parce qu'au début vous serez tenté de faire une sphère en allant dans Part, en sélectionnant une sphère ici. Je vais vous le faire comme ça vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il faut pas. Bon bah on se dit allez, on a des sphères qui sont déjà existantes. Je sais plus pourquoi il met pas toujours à jour. Ça je ne saurais pas expliquer pourquoi. Il va pas vouloir. Il va pas vouloir que je vous fasse ma bêtise. Je sais plus pourquoi il fait ça. Alors, ça doit être un bug. Il y a des fois il veut pas mettre à jour la taille là. Bon, dans le pire des cas c'est pas grave parce que c'est ce qu'il faut pas faire justement. Donc il veut pas. Bon c'est pas grave. Bon pourquoi je vous dis qu'il faut pas? Parce que là en fait quand vous êtes dans le mode part et que vous voulez rajouter des fonctions, sphères et tout ça, elles n'ont pas la même, pour faire simple, entité, elles n'ont pas le même type. C'est pas le même genre de volume que ce que vous avez dessiné. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir appliquer sur les volumes qui sont ici les transformations qui sont liées à l'atelier Part Design. Donc vous oubliez l'atelier Part pour le moment. On reste dans Part Design. Et dans Part Design, il y a quelque chose de très utile. Donc je reprends ma face à 0. Ici, quand on regarde, on déroule, et là, vous voyez, additive sphère. On va créer une sphère additive, vous voyez. Donc alors en fait c'est une sphère dans un type de volume qui va être capable de manipuler. Donc là, elle est un peu trop grosse, donc là, on va reprendre ce qu'on avait commencé à faire tout à l'heure. Donc on a dit 450 microns. Elle est toute petite. Et là, vous voyez, il va demander un plan. Alors, vous voyez, là j'ai mon 0 qui est là, c'est bien pratique. Il me demande un plan de référence. Alors que je me rappelle bien, parce que là c'est toujours une gymnastique de l'esprit. Voilà, j'ai sélectionné ce plan pour la placer. Là, on va pouvoir la décaler. Alors,
Le problème, c'est que le repère que vous avez là, sur le plan que vous avez choisi, il est plus bon. Donc il faut y aller à tâtons, prenez pas la tête, vous testez, c'est pas bien grave. Donc on avait dit 4,40, donc là on est plutôt bon. Et en Y, 4,40. Oh, on a de la chance. On a beaucoup de chance. Donc vous voyez, elle est là. Par contre, elle est coupée à moitié par le plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le dessin, on va calculer rapidement, on a 0,45, on a 0,33 en nominal qui dépasse, donc ça fait un décalage de 0,012, donc ça fait un décalage de 120 microns qu'il faut. Donc ici ça veut dire qu'il faut l'extraire de 120 microns, donc on va la décaler. Voilà, vous voyez, légèrement. Et là, on lui dit ok, pouf. Et là on a une sphère, on est content. Et alors par rapport à l'autre sphère, l'avantage c'est qu'elle, c'est une sphère qui a été construite par cet outil, donc on va pouvoir la manipuler. Donc on va la sélectionner. Et là il y a des transformations qui sont sympas. Donc il y a la transformation en polar feature, comme ils appellent ça. Donc je vais en mettre plein comme ça vous allez voir. Voilà, vous voyez. Hop. Il va en créer plein. Par contre vous remarquerez qu'il y en a qui sont en rouge. Parce que ce qu'il veut, c'est que la transformation qu'on va faire, elle touche le volume de référence qu'on a. Donc tout ce qui va pas toucher le volume de référence, il va le considérer comme invalide, et vous voyez, il va vous dire je peux pas le faire. Bon alors nous évidemment, c'est pas cette transformation là qui nous intéresse. On pourrait faire de deux manières, soit on prend ça et on fait une transformation, alors, linéaire. Là, c'était 8,80. Et je crois qu'il y a un souci dans mon design, j'ai dû me tromper. Ah, j'ai pris Radius, je les ai fait 2 fois trop grosses les sphères. C'est pas grave, on va vous montrer que ça marche quand même. Donc là, on peut faire soit linéaire comme ça, mais ça voudrait dire qu'après, il faut prendre chaque sphère pour refaire une ligne en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la sphère, et là, vous avez... C'est pas celle-là, c'est celle-là. Multi-transform feature. On clique dessus. Et donc là, on a l'objet auquel ça va s'appliquer, la sphère, et là, on clique droit. Et on peut rajouter un premier linéaire pattern, donc ce qu'on a vu avant, dont l'axe de base va être l'axe des X, on va se déployer comme ça. Donc on a dit qu'on en a 12, que la longueur c'est 8,80, et que on est dans l'autre sens. Ouais. Et après on va rajouter encore une nouvelle linéaire pattern. Là, sauf que là on va se mettre sur l'axe, alors, pas hésiter à regarder l'axe des Z. Là, sur l'axe Z, pareil, on en veut 12. Là, dans l'autre direction, vous voyez que la machine, alors que j'ai quand même une machine très costaud, la machine elle souffre. Je pense qu'il y a des problèmes d'optimisation de ce genre d'opération. Machine souffre, est-ce que ça va passer? Ah, là je peux vous dire que mon PC il souffre. Là le PC, là, il est en train de rendre l'âme. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas, après à l'affichage il galère moins. Je pense que c'est un problème d'optimisation dans le script qui génère ça. Donc voilà, donc là, vous voyez, on a le champ de billes. Alors vous voyez, par contre, comme des fois je suis un peu con entre rayon et, et diamètre, je me plante. Alors j'aurais peut-être pas dû cliquer sur OK. J'ai peut-être regretté ce que je viens de faire. Ah, aussi il est en train de recalculer encore. Donc là effectivement, hein, quand on commence à jouer avec ce genre de choses, parfois faut un peu de patience, et puis alors parfois, bon, FreeCAD est très bien, mais c'est quand même encore de la bêta. Il arrive parfois aussi qu'ils mettent fin à ces jours assez violemment dans ce genre de cas de figure. Bon là c'est passé. Donc, vous voyez, le problème qu'on a, c'est qu'elle est trop grosse la sphère, donc normalement, alors j'espère qu'il va pas cracher. Donc, on est avec un rayon de 22,5, c'est ça. Alors là, je sais pas pourquoi il l'a pas recalculé, non. Ah, si. Voilà. Donc là, il est en train de recalculer le comment ça s'appelle, la grille. Voilà. Ah, on est mieux là. Voilà. Vous voyez?
on a notre BGA. Donc ça c'est assez sympa, il y a un peu de souffrance, mais après une fois que c'est fini on est content parce que sur le PCB ça fait des choses assez jolies. Ça fait des choses assez jolies et surtout en fait là on a normalement, alors si je me suis pas foiré, alors je vais vous montrer un autre outil qui est très pratique, qui devrait pas être rangé là où il est, donc faites-vous à l'idée et acceptez-le, dans Parts, là où je vous ai dit de jamais aller, et ici les mètres rubans, et c'est eux qui vont permettre de faire toutes les mesures. On sélectionne cette face là, on sélectionne la bille, alors, c'est de sélectionner le point au bout de la bille, voilà. Là il me dit que j'ai 1,36, il me dit que j'ai 1,36, ouais. Et si on regarde le dessin ici, 1,34. Donc il y a quelque chose que j'ai pas fait exact. C'est peut-être les approximations aussi sur le rayon que vous avez vu tout à l'heure. On peut augmenter la précision en FreeCAD si on a besoin de descendre plus bas. Mais donc on est pas mal. Et avec ça, l'intérêt, qu'est-ce que c'est d'avoir un modèle aussi précis, vous allez me dire. L'intérêt d'avoir un modèle aussi précis dans FreeCAD, c'est vraiment quand vous allez mettre ça sur le circuit imprimé. Si vous avez prévu des trous de fixation pour mettre un radiateur par-dessus, ça va vraiment vous permettre de calculer l'empattement du radiateur, ça va vous permettre aussi de calculer l'intégration dans le boîtier, toutes ces choses-là. Alors, on verra, parce que du coup, Franck est là ce soir, et il faudra que je joue avec lui ces jours pour son propre PCB là qu'il voulait qu'on fasse en live. Mais on ira, peut-être qu'on poussera le vice jusqu'à designer un boîtier qui va bien et tout ça. Mais il y a plein de projets là qui sont en train de s'accumuler sur le stream, donc faut que je fasse du ménage dans les idées. Je suis content de moi, 22h32, j'ai réussi à caler tout ce que je voulais. J'espère que c'était pas trop dense, faudra me faire un retour là-dessus parce que je me suis dit oulala, ça va peut-être être un peu bourrin au niveau quantité d'informations à accumuler, mais bon, vous me ferez un retour et on verra ce que vous en pensez. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Pour le moment, pas grand-chose d'autre. Si je reprends mon programme, c'est la première fois qu'on finit tout. C'est la première fois qu'on finit tout. C'est pas le bon, c'est le V4, vous voyez. Hop. C'est la première fois qu'on finit tout. Je vous ai montré les workbench et outils habituels, donc c'est ce que j'appelais le dessin technique, tout ça. Alors oui, si, il faut savoir aussi autre chose, j'ai pas encore joué avec, donc si jamais j'ai l'occasion de jouer avec, je vous en parlerai. Quel format d'enregistrement pour l'utiliser dans KiCad? Effectivement, très bonne question, JBLB. Moi, je travaille uniquement en step. Le WRML, c'est pour moi, c'est une WRML, je vois ça. Pour moi, c'est une horreur. Faut savoir que KiCad gère très bien le step maintenant. D'ailleurs, oui, alors ça me renvoie sur le sujet du petit bout de script logiciel que tu avais fourni là, pour KiCad Step Up. Une grosse partie des fonctions sont plus très utiles aujourd'hui. Il reste des trucs sympas, notamment l'aller-retour entre la 3D et PCB. Par contre, effectivement, KiCad gère en natif le step maintenant pour les modèles de composants, donc travaillez en step. Ça vous évitera de vous faire mal au crâne pour rien, honnêtement. Pas réfléchir, aller en step. Alors je crois qu'il y a un problème de gestion des couleurs en step, mais bon. Ça c'est vraiment juste quand on veut faire un truc super joli, quand on veut faire de l'intégration mécanique, la couleur, je suis pas convaincu. Mais bon, je me trompe peut-être. Donc, format step. Après, je sais pas s'il est capable d'enregistrer en WRML, WMRL, je sais jamais quel sens c'est. C'est dans les exports. Si en plus il le fait. Donc au pire vous pouvez faire ça. Moi après je prends toujours du step. Donc voilà. Alors ouais, je voulais vous parler de 2-3 autres trucs. Dans FreeCAD maintenant il y a l'intégration d'un moteur de FEM. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour faire de la résistance des matériaux, c'est assez sympa. Je vais essayer de jouer un peu avec. Parce que j'ai quelques trucs qui pourraient être intéressants à modéliser. Et il va être capable de vous calculer avec ce workbench là. Par exemple, si vous faites une pièce d'acier et que vous appuyez, alors je vais répondre après Blacky, et que vous appuyez dessus, il va être capable de vous montrer les efforts et de vous dire quel effort subit la pièce, surtout comment ils se répartissent. Donc ça c'est assez sympa. Et après il y a pas mal d'autres bench auxquels j'ai pas trop touché pour le moment. Il y a celui qu'on a vu la semaine dernière qui est A2+, qui vous permet de faire les assemblages. Et je pense que je présenterai aussi le bench pour faire les vis une prochaine fois. Alors Blacky, oui, il peut faire du STL au même endroit.
Export, alors il faut toujours sélectionner avant. Export. Et là dans la liste, tac tac, il y a du STL. Donc oui, il est capable de faire du STL. Et alors, les quelques trucs que j'ai fait avec et que après, alors moi j'utilise Simplify 3D comme slicer. Alors c'est pas libre et c'est assez cher. Il y a, comment il s'appelle déjà, Cura. Il y a Cura qui est très bien aussi maintenant. Hein. Je pense qu'ils sont à peu près équivalents, même Cura est peut-être mieux. En tout cas, les STL générés par FreeCAD, quand le dessin est correct et qu'il n'y a pas de choses bizarres au niveau FreeCAD, j'ai jamais eu de problème avec les STL après pour les slicer. Donc oui, il peut faire du STL, on peut sauvegarder en STL, là, on peut même faire le test rapidement. Si je fais test STL et que je lance... non, c'est vrai qu'il n'est pas accessible comme ça parce qu'ils sont pas foutus de faire un packaging Linux correct chez Simplify. Tac, on fait l'import, donc on était dans le bureau, stream, projet, et ça doit être dans FreeCAD 1, voilà, test STL, hop. Alors, je me rappelle plus par contre comment on navigue dans... Oui, c'est avec le clic droit. Yep, yep. Je crois qu'il a une fonction pour center et arrange, je sais plus comment on fait, enfin, honnêtement je me rappelle plus, mais il y a une fonction pour le retourner et le poser, mais bon voilà, en tout cas il a jamais eu de problème à slicer. Désolé, j'ai du mal avec cette interface, elle est nulle. Il a jamais eu de problème à slicer les modèles. Donc voilà. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Je vais voir, je vais faire comment ça s'appelle, je vais refaire un sondage sur Twitter pour savoir le sujet des prochains. Soit on part vers de la simu électronique un peu couillu, soit faire du design radio un peu avec soit le projet de Franck, soit un autre projet d'ampli. Je vais voir, alors on n'aura pas le temps avant octobre, donc avant, je vous rappelle je suis pas là le vendredi 11 octobre, parce qu'il y a Mexpo le lendemain et que l'Electrolab on y est. Mais je vais essayer de voir avant la fin de l'année pour faire ce qu'on avait dit, c'est-à-dire faire un design d'ampli complet depuis le début, donc depuis les fichiers de données, faire le design sous KiCad avec de la simu à côté sur Cux et sur OpenEMS s'il le faut, et après faire un semi-live, c'est-à-dire un live préparé où je vous montrerai les étapes et où je les aurais déjà fait avant pour avoir le résultat à vous montrer, au lab, en direct, donc enfin on ira un soir tranquille, donc le vendredi soir je pense qu'il n'y a pas grand monde, pour vous montrer la chaîne de fabrication de PCB, d'assemblage, et discuter mesures, tout ça, et ce sera sans doute avec F4 HDA qui est pas là ce soir, parce que je crois que ce soir ils sont en train d'extraire les pignons sur la parabole de la Villette. Vous pouvez voir ça aussi sur le Twitter de l'Electrolab, c'est assez ouf ce qu'ils ont fait. Et sur le forum quand il sera de retour parce qu'on a eu un problème sur la salle informatique. Voilà, donc ça c'est pour le programme, mais je vous donne plus de détails sur Twitter bientôt. Et puis je fais un petit sondage pour savoir ce qui vous intéresse. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis ciao ciao, bon week-end, des bisous poilus barbus, tout ça. A plus.